L'idée de cette réunion, c'est qu'on va se concentrer sur 2 points, les actions possibles à mettre en place au niveau d'un site industriel et des notions de stratégie biodiversité. Lors de la première réunion, on avait plutôt vu qu'est-ce que c'était que la biodiversité et une introduction aux aspects réglementaires. Cependant, je vais quand même faire une petite introduction rapide pour démarrer à la biodiversité et aux enjeux biodiversité. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut agir en faveur de la biodiversité au niveau d'une industrie de transformation laitière de manière large. Et je vais faire un point focus sur les questions de naturalisation du site industriel. Donc, il y a pas mal de choses à dire rien que sur ce petit point-là, mais c'est un point focus. Donc, c'est un élément parmi pléthore d'actions possibles à mener. Et on va terminer par des aspects un peu plus stratégiques sur les questions de biodiversité et entreprise. Pour démarrer, je vous présente un peu le cadre conceptuel dans lequel on se situe. On va considérer qu'une entreprise laitière, son objectif, c'est de produire de la valeur à court et long terme. Pour ça, elle transforme des produits en consommant des ressources et en achetant de la matière première à d'autres acteurs économiques qui, eux aussi, consomment et dépendent de ressources, parfois les mêmes, parfois de ressources différentes. Cette chaîne de valeur, elle se situe dans un contexte social qui fournit d'abord des travailleurs et travailleuses qui sont plus ou moins qualifiés, plus ou moins en bonne santé, plus ou moins épanouis. Et puis, ce contexte social aussi, c'est des consommateurs avec plus ou moins de pouvoir d'achat, des habitudes de consommation, des exigences et des valeurs. On a un contexte aussi technologique, donc qui donne accès à des machines, des sources d'énergie, des systèmes de contrôle. Ce contexte technologique conditionne en partie la productivité de l'entreprise. On a un contexte politique et législatif, donc qui distribue des subventions, qui conditionne le montant des taxes et qui promulgue des lois et des normes qui viennent réguler ou encadrer la production et la commercialisation. Et évidemment, on a un contexte économique, donc un contexte économique mondialisé, donc qui va venir jouer sur le prix des matériaux, le prix de vente, le coût de l'énergie, la capacité d'emprunt des entreprises. Et puis, on a, contexte économique, d'autres entreprises du même secteur, donc qui dépendent des mêmes ressources et qui produisent globalement les mêmes produits. Et puis, on a aussi des acteurs économiques de secteurs différents qui produisent des ressources différentes, qui dépendent de ressources différentes et qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que l'entreprise de transformation laitière. Donc, à ce système qui est déjà assez complexe, où tous ces éléments coévoluent et sont en interaction, on va venir rajouter un nouvel élément, qui va être la biodiversité. Et la biodiversité, en fait, interagit avec tous ces éléments du système en permanence. Alors, je ne vais pas définir ici la biodiversité. On avait fait ça pendant la première réunion, mais je vais essayer de vous donner l'essentiel de ce que c'est que la biodiversité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la biodiversité, c'est un système qui est dynamique et qui se maintient grâce à sa vitesse. Donc, un système dynamique, vous en connaissez, par exemple, c'est un satellite qui tourne autour de la Terre. En fait, un satellite ne fait que tomber en permanence autour de la Terre et le satellite est en orbite grâce à sa vitesse. Si le satellite ralentit, petit à petit, il perd de la vitesse et en perdant de la vitesse, il va entrer dans une dynamique du coup de chute. Le vélo, si on ne va pas vite, on tombe. Et c'est grâce à la vitesse que le vélo se maintient en équilibre. Donc ça, cette allégorie, je la prends à un très bon vulgarisateur de la biodiversité qui s'appelle Pierre-Henri Gouillon. Donc, je vous invite d'aller voir sur Internet ses conférences. C'est vraiment passionnant. Et donc, qu'est-ce que c'est que la vitesse de la biodiversité? C'est tout simplement évoluer aussi vite que les conditions environnementales. Il y a des écologues qui ont formalisé ça, ils ont appelé ça le paradoxe de la Reine Rouge, en référence à Alice au Pays des Merveilles. En gros, il y a un passage où la Reine Rouge et Alice courent et le paysage ne bouge pas. Parce qu'en fait, le paysage aussi avance très vite. Donc en fait, la biodiversité, c'est un peu ça. Elle a besoin d'avancer aussi vite que l'évolution du paysage, sans quoi, en fait, elle se fait tout simplement distancer par l'environnement. En gros, pour produire de la diversité génétique, il faut beaucoup de descendance. C'est aussi simple que ça. Et donc la diversité génétique intraspécifique, donc en fait la diversité génétique qu'il y a à l'intérieur d'une même espèce, c'est ça le moteur de la biodiversité. C'est ça qui permet à la biodiversité d'avancer, d'évoluer en même temps que l'évolution des conditions environnementales. Et donc pour que cette diversité génétique intraspécifique soit maintenue, il faut des populations abondantes
et connectées entre elles. Si vous souhaitez donc creuser sur les questions de qu'est-ce que c'est la biodiversité, vous acculturer à ce sujet, renvoie vers plusieurs ressources. Donc la première, c'est la captation en fait, de notre première réunion. La deuxième, c'est en fait le premier livrable de ce projet. C'est pas vraiment un rapport, c'est un document de médiation, une 50aine de pages, qui se veut didactique, avec des exemples, etc., pour comprendre c'est quoi les enjeux autour de la biodiversité. Et puis, je vous ai aussi mis 3 conférences qui m'ont paru vraiment complètes sur ce sujet-là. Alors, quand on parle biodiversité et entreprise, très rapidement, on vient à parler des services écosystémiques. Alors, les services écosystémiques, qu'est-ce que c'est? En fait, la biodiversité, elle ne nous rend pas des services. Et elle n'est pas, ah, c'est sympa, les humains, on va leur rendre des services. Non, les insectes font leur truc d'insectes, les plantes font leur truc de plantes, les hippopotames font leur truc d'hippopotames. En agissant, en faisant leur truc, ils viennent modifier l'environnement, transformer la matière, créer des conditions particulières, produire de la biomasse, etc. Et nous, société humaine, on bénéficie d'une partie de ces effets. C'est ça qu'on appelle en fait les services écosystémiques. C'est là les effets produits par le vivant qui vit, dont on bénéficie. Alors, il y a une classification des services écosystémiques. Il y a 4 grandes catégories. La première, c'est les services culturels. Donc, c'est tout ce qui va être un petit peu immatériel. Donc, les services récréatifs, d'inspiration, spirituels, artistiques, pédagogiques. On a les services d'approvisionnement. Là, c'est vraiment la biomasse, par exemple, donc le poisson, le bois, mais aussi des ressources génétiques pour l'agriculture, la pharmacopée. C'est des sols fertiles pour l'agriculture, de l'eau. La nature produit des choses dont on a besoin. Il y a les services de régulation et d'atténuation. Réduire la vitesse de propagation des épidémies ou des ravageurs. C'est permettre la pollinisation de nos cultures. Atténuer l'effet des pluies torrentielles, etc. Donc en fait, c'est ce qui vient venir atténuer les effets d'une nature qui s'emballe, par exemple. Et puis, on a les services de soutien. Donc globalement, là, c'est un peu la catégorie fourre-tout, on a tout le reste. C'est le maintien des conditions favorables à la vie sur Terre. Donc c'est tout le bouclage des cycles chimiques, azote, phosphore, oxygène, de l'eau. C'est le maintien des équilibres locaux et globaux. Donc où est-ce qu'il pleut, quand, la stabilité des sols, et puis globalement, c'est un peu l'habitat de toutes les espèces. On ne serait pas à parler de biodiversité s'il n'y avait pas un problème. La biodiversité, en fait, elle est en train de s'effondrer. On note d'abord une disparition des espèces qui s'accélère très rapidement depuis les 100 dernières années. On estime que la dynamique de disparition des espèces aujourd'hui est 100 à 1000 fois plus rapide que toutes les autres dynamiques de disparition pendant les autres crises de biodiversité que la Terre a connues. Parce qu'en fait, il y a eu plusieurs extinctions massives d'espèces dans l'histoire de la Terre. Il y en a eu, la dernière, c'était les dinosaures. Et bien là, en fait, en gros, on est très certainement qu'on est au début d'une nouvelle dynamique. Donc peut-être la 6e extinction de masse des espèces, et elle est unique par sa vitesse. Mais ce n'est pas seulement les espèces qui disparaissent, en fait, l'effondrement de la biodiversité, c'est avant qu'elles disparaissent, les populations s'effondrent. Donc là, j'ai mis 3 exemples. L'exemple des oiseaux des milieux ruraux. Donc là, en 20 ans, on a perdu la moitié d'abondance des oiseaux des milieux ruraux. Et c'est encore plus inquiétant sur les populations d'insectes. Donc, il y a 2 études allemandes qui ont fait grand bruit. La première a mesuré en fait en 30 ans une perte de 3/4 de la quantité d'insectes volants dans des zones protégées allemandes. Et quand on regarde dans les zones non protégées, en milieu rural, là, c'est l'hécatombe. On perd 90% de la biomasse d'insectes. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait pourquoi la biodiversité disparaît. Donc ça a été formalisé par l'IBES, donc qui est une plateforme intergouvernementale scientifique et politique consacrée à la biodiversité et aux services écosystémiques. C'est globalement le GIEC de la biodiversité. Et l'IBES identifie 5 causes directes de l'effondrement de la biodiversité. La première, c'est la destruction des habitats et l'artificialisation des sols. Donc c'est déforestation, urbanisation, l'agriculture intensive, le drainage des zones humides.
La deuxième, qui est plutôt pour les milieux aquatiques, marins, c'est l'exploitation des ressources biotiques. Donc là, on va être sur la surpêche, la chasse. Donc là, en fait, c'est le prélèvement d'espèces au-delà d'un niveau de renouvellement qui vient provoquer du coup un effondrement des populations. Une autre cause d'effondrement de la biodiversité, c'est les pollutions. Donc les pollutions, c'est très varié, c'est très large. C'est les pesticides, c'est les microplastiques, c'est les fertilisants, c'est les métaux lourds. Selon les écosystèmes, ce ne sont pas les mêmes polluants qui sont les plus impactants. Typiquement, pour les écosystèmes marins, on est plutôt sur des problématiques de microplastiques et de fertilisants. Et sur les écosystèmes terrestres, on est plutôt sur des problématiques de pesticides, de fertilisants et de métaux lourds. Et les eaux aquatiques eau douce, on est aussi sur pesticides, fertilisants et métaux lourds. Le dérèglement climatique est une cause d'effondrement de la biodiversité parce que les conditions de vie changent très vite et donc des fois les espèces justement n'arrivent pas à maintenir cette vitesse d'évolution nécessaire à leur adaptation. Et le dérèglement climatique, c'est non seulement des changements, la température est plus élevée ou plus basse, où il y a moins d'eau ou plus d'eau, c'est aussi des phénomènes extrêmes qui viennent porter un coup fort sur les effectifs des populations. Typiquement, un méga feu, une tempête. Bon, bah là, en gros, il y a plein de bestioles et de plantes qui meurent d'un coup. Et la cause la moins importante, mais qui n'est pas non plus à mettre de côté, c'est l'introduction et la prolifération d'espèces invasives. Du fait de ces effondrements de la biodiversité, eh bien, les services écosystémiques viennent à s'éroder. Et alors, l'érosion des services écosystémiques, ça ne va pas provoquer un effondrement, comme on peut le voir dans les films, avec des gens qui viennent casser des vitrines et voler des télés. C'est plutôt un délitement des conditions de vie propices à nos sociétés. C'est comme, voilà, c'est comme un t-shirt qui petit à petit s'use. Il a de plus en plus de trous, au point où à un moment, en fait, il n'a plus du tout sa fonction de t-shirt, qui va être de nous garder au chaud et de préserver notre pudeur. Ces phénomènes arrivent petit à petit, ce qui fait qu'on est confronté aussi à de l'amnésie paysagère, c'est-à-dire qu'on va venir oublier à quoi ça ressemblait la vie quand on avait un t-shirt neuf. Et on s'habitue à avoir un t-shirt avec plein de trous. Et puis le jour où il y a un coup de froid de trop, on a froid. Et pour terminer sur les enjeux biodiversité, je vais prendre un exemple qui concerne les industries laitières, qui est celui d'une biodiversité spécifique, qui est la biodiversité domestiquée. Parce qu'il n'y a pas que la biodiversité sauvage, il y a aussi toute une biodiversité domestiquée, donc c'est les animaux d'élevage, les plantes qu'on cultive, et aussi tous les ferments qu'on utilise en boulangerie et du coup dans la transformation fromagère. J'ai pris ça du coup de la conférence de Tatiana Giraud qui travaille justement sur ces questions-là à l'université de Paris-Saclay. Ce qu'on voit sur ce schéma, c'est en gros l'histoire évolutive du champignon Penicillium roqueforti. La largeur des bandes, c'est la diversité génétique. Aujourd'hui, en gros, il y a deux souches qu'on utilise dans la transformation fromagère, une pour le fromage Roquefort et une pour les autres bleus. Dans l'histoire évolutive du Roquefort, à un moment donné, on a eu un peu l'industrialisation quelque part de la transformation fromagère et on a fait une forte sélection sur ce pénicillium. En faisant cette sélection, on a réduit la diversité génétique, évidemment, et il s'est passé un truc qui n'était pas forcément prévu, mais c'est que le pénicillium a perdu sa capacité de reproduction sexuée. Et la reproduction sexuée, c'est en fait le mécanisme qui permet aux espèces de s'échanger des gènes, de brasser de la génétique et de générer par mutation une nouvelle diversité génétique. Sans reproduction sexuée, on ne peut qu'aller vers de la consanguinité. Et en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les souches de Penicillium roqueforti utilisées perdent de manière continue leur diversité génétique. Donc, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de transformation fromagère, mais apparemment, ils sont de plus en plus difficiles et capricieux à utiliser. Et en fait, il n'y a pas de solution. On pourrait essayer de revenir en arrière et essayer de trouver c'était quoi la souche originelle. D'ailleurs, ils ont essayé de faire ça dans cette université-là. Ils n'ont pas trouvé. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, là, on est dans une dynamique d'effondrement de biodiversité sur Penicillium roqueforti. Donc, on peut toujours faire du fromage aujourd'hui, mais ça va être de plus en plus difficile et arriver à un moment, en fait, on n'y arrivera plus avec ces fermes-là. Donc, ça vous montre que l'effondrement de la biodiversité, c'est pas simplement une espèce qui disparaît. En fait, c'est plus complexe que ça.
on a compris en gros que nos sociétés, et du coup dans le détail les industries de transformation laitière, ont besoin de services écosystémiques pour fonctionner. En même temps, elles exercent des pressions sur la biodiversité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la double matérialité. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Pour identifier toutes ces actions possibles et imaginables à mettre en place sur un site de transformation laitière, je suis allé inspecter une diversité de sources. Donc, je suis allé voir plein de webinaires sur YouTube. Je suis allé voir les documents publics, que dit l'OFB, que dit le gouvernement, des documents qui sont accessibles de cabinets de conseil biodiversité et entreprises. À Actalia, on a aussi une expertise ACV, donc analyse de cycle de vie, donc aussi un peu regarder où sont les impacts, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut mobiliser aussi les résultats ACV sur ce sujet-là. Il y a d'autres instituts techniques, notamment l'Institut technique d'agriculture biologique et aussi l'IFIP, donc le POR, qui ont mené un travail biodiversité. Donc je suis aussi allé voir leurs résultats. Je suis allé voir aussi ce que faisait le GIS Revalim, donc ça c'est un groupement d'intérêt scientifique qui a pas mal travaillé sur les questions d'artificialisation des sols. Après, moi, j'ai une expertise personnelle naturaliste, donc que j'ai aussi un petit peu mobilisé dans ce travail. Et puis, je suis allé voir des supports variés de communication d'entreprise. Et enfin, et le plus important, c'est les témoignages d'entreprises directes de la filière laitière. Bon, mais tout ça, ça me donnait en gros une très longue liste, une espèce de longue liste à l'après-vert d'actions possibles à mettre en place. Et la question rapidement qui s'est posée, c'était comment mettre en cohérence en fait toutes ces actions. Le premier truc que je me suis dit, c'est par rapport à ce que je vous ai présenté avant, c'était justement, est-ce qu'on ne peut pas mettre ça en cohérence avec la notion de service écosystémique, et notamment ceux qui soutiennent la filière. C'est globalement le message que sous-tend les stratégies biodiversité. Donc certains, je pense, qu'on a un petit peu amorcé ces questions-là en regardant sur Internet ce que dit l'Office français de la biodiversité, par exemple, ou même du coup dans les nouvelles directives CSRD. Donc je pense que certains d'entre vous sont concernés là. Il y a beaucoup de personnes en RSE. Il y a une partie biodiversité dans cette nouvelle directive CSRD. Et à chaque fois, ça prend la même forme, c'est diagnostiquer ses dépendances, diagnostiquer ses pressions sur la biodiversité, et puis ensuite, c'est faire un plan d'action, mettre des indicateurs, etc. Donc je me suis dit, tiens, essayons de faire ça. Et en fait, c'est un méli-mélo pas possible. En gros, je me suis un peu écharpé là-dessus. Je vais vous partager mon avis et ma compréhension de la chose. La première, c'est que ce conseil stratégique de faire cette double matérialité, cette analyse de double matérialité, s'inscrit dans une logique, dans une philosophie qu'on appelle l'écologie libérale. Donc, en gros, le principe, c'est de dire, et je pense que c'est ça qu'avaient en tête les personnes qui ont écrit, par exemple, les directives CSRD, c'est de dire, si les entreprises comprennent leur dépendance aux services écosystémiques, alors elles vont forcément agir en faveur de l'environnement pour réduire les pressions sur la biodiversité et protéger, en gros, leur chaîne de valeur, leur rentabilité, etc. Mais alors ça suppose que les entreprises aient la main déjà sur les services écosystémiques. En fait, c'est pas si simple que ça. Les services écosystémiques, c'est un commun. Donc on rentre plus dans des systèmes de causes-conséquences simples. Et le deuxième truc, c'est que souvent, en fait, ce travail d'analyse de double matérialité, il est super compliqué. Je suis un peu allé voir justement par exemple les guides CSRD et tout ça, c'est hyper compliqué et c'est très long à faire. Et à mon avis, ce que font les services RSE sur ces questions-là, c'est de solliciter des prestataires qui vont venir faire cette analyse pour eux. Et je me demande dans quelle mesure, en fait, les conclusions amènent à des prises de conscience au niveau des directions. Je ne sais même pas comment ça remonte exactement au niveau des directions, au niveau des pôles stratégiques. Et je ne sais pas dans quelle mesure ça peut mener à des choses un peu plus concrètes, qui s'inscrivent plus dans le réel. Donc voilà un peu ma réflexion sur la question des services écosystémiques et ces histoires de double matérialité. Je me dis que l'utilité peut-être, c'est a posteriori, c'est-à-dire que quand on mène une action, se dire, OK, comment elle s'inscrit cette action dans la chaîne pression et services écosystémiques. Donc là, plus dans une démarche de justification ou d'expliquer à quoi ça sert ce qu'on fait. Donc j'ai abandonné de vouloir classer les actions selon les services écosystémiques.
Et plutôt, j'ai fait plusieurs catégories. La première façon, à mon avis, qui peut être intéressante pour à la fois classer les actions et aussi trouver des idées d'action, c'est d'abord où agir. Quel est le champ d'action? Pour les industries de transformation laitière, j'ai identifié les champs d'action que vous voyez à l'écran. Donc le premier, ce serait l'eau. Donc à la fois sur la consommation d'eau et les rejets dans l'eau. La deuxième, c'est le foncier. Donc en gros, les espaces verts autour des entreprises et les bâtiments en eux-mêmes. Les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d'énergie. Les questions autour des emballages, et notamment les questions de pollution plastique. Les recettes, donc les proportions, les origines, la nature des ingrédients qu'on met dans les recettes des produits transformés. Les partenaires de la chaîne de valeur, à la fois l'amont et l'aval. Les institutions, donc aussi un travail de représentation syndicale, un travail avec justement le CNIEL, etc. Le territoire et aussi les équipes. Peut-être vous aurez d'autres idées de cibles, mais en tout cas, moi, tout ce que j'ai identifié rentre dans cette classification par cible. Une deuxième façon de classer et d'écrire les actions qu'on mène, c'est d'essayer de définir leur portée. Alors, pour définir leur portée, je propose ce petit tableau à double entrée. À gauche, on a les différentes pressions sur la biodiversité. Donc, artificialisation, changement climatique, pollution, usage des ressources biotiques et espèces invasives. Et puis, une échelle géographique. Est-ce que ça a des effets directement sur les sites? Est-ce que ça a des effets ailleurs? Est-ce que ça a des effets un peu plus globaux au niveau de la région, du paysage? Et est-ce qu'on a des effets planétaires? Ou des effets un peu plus difficiles à caractériser, que j'ai appelés diffus. Alors, pour s'entraîner à voir où s'inscrit une action, par exemple, la réduction de la production de plastique, donc la réduction de l'usage ou l'optimisation des emballages, etc. Où est-ce que ça peut se placer dans ce schéma? Donc, je vous laisse 10 secondes pour essayer d'imaginer où est-ce que ça se met. Moi, je le place ici. Typiquement, travailler sur la réduction de la production de plastique, ça a un impact local ailleurs. C'est-à-dire que le plastique s'accumule dans certaines localités, que ce soit le 6e continent, les décharges, etc., ou même juste le fossé derrière la maison. Ça a des conséquences aussi plus régionales et globales du fait de la production de microparticules de plastique. Planter une haie autour du site industriel. Donc pour moi, planter une haie autour du site industriel, on agit à tous ces endroits-là. On agit surtout au niveau local, évidemment, sur le site et sur les questions d'artificialisation. Donc on réduit le niveau d'artificialisation du site. Mais aussi d'un point de vue régional, parce qu'on va venir peut-être connecter différents écosystèmes grâce à cette haie. On agit légèrement au niveau du changement climatique. Alors, en local, en atténuation des effets du changement climatique, typiquement une haie, coupe-vent, voilà, ça peut réduire. Bon, c'est des petites étoiles, hein, réduire l'effet d'une tempête, etc. Et puis, global, bon, c'est un tout petit, ça capte du carbone, ça le stocke, mais c'est pas grand-chose, hein. Un tout petit peu aussi au niveau des pollutions. Au niveau local, c'est que c'est une barrière aussi à la propagation des pollutions pesticides, une haie. Si jamais une petite production de bois à partir de la haie, bon, on réduit un tout petit peu la pression sur la ressource bois. C'est aussi une barrière à la prolifération des ravageurs. Bon, mais c'est des toutes petites étoiles. Supprimer l'huile de palme des recettes. Et bien là, pour le coup, choisir de supprimer l'huile de palme des recettes, on a une énorme action sur l'artificialisation ailleurs. Comme vous le savez, l'huile de palme, c'est des monocultures faites sur de la déforestation. Donc en gros, en réduisant la consommation d'huile de palme, on réduit énormément l'artificialisation sur un écosystème lointain. Et aussi, on agit par exemple sur le changement climatique, parce que du coup, c'est un gros déstockage de carbone de déforester. Et ça engendre aussi une beaucoup plus grande vulnérabilité au changement climatique dans les zones déforestées. Et on agit aussi
sur les espèces invasives parce qu'en fait, quand on détruit des écosystèmes tropicaux, notamment tropicaux, mais pas que, hein, on vient augmenter le risque de zoonose, c'est-à-dire les espèces qui fuient une zone de destruction peuvent être menées et amenées à rentrer en contact avec d'autres espèces qui ne sont pas naturellement en contact, typiquement des fois du bétail. Et il peut y avoir un transfert de pathogènes à ce moment-là, ce qu'on appelle une zoonose. Et donc ça représente un risque à la fois donc, pour nous hein, et aussi pour la biodiversité. Le Covid en était un, par exemple, très certainement. C'était très certainement une zoonose. Et une dernière façon d'essayer d'évaluer et de décrire une action, c'est d'essayer de la positionner sur cette espèce de graphique à double axe. En abscisse, ce serait en gros le degré d'efficacité pour réduire les pressions sur la biodiversité, et en ordonnée, la difficulté de mise en œuvre de l'action. Alors, ce que je considère comme une action difficile à mettre en place, c'est une action qui coûte cher. C'est une action qui peut amener à des changements d'habitude de travail, qui demande de développer des nouveaux savoir-faire et qui aussi peut potentiellement engendrer de la conflictualité. Donc, sur cet espace, en gros, je dirais que les actions un peu moins ambitieuses, c'est les actions qui sont plus faciles à faire, mais qui ont certainement moins d'efficacité pour la biodiversité. Puis les actions ambitieuses, c'est les plus difficiles. Et c'est certainement celles aussi qui ont plus d'effet pour la biodiversité. Alors là-dedans, si on a une action qui se situe à l'origine de notre graphique, c'est une action qui coûte rien, globalement, et qui sert à rien. Alors ça existe. C'est par exemple les hôtels à insectes. Donc on va tout de suite en parler. Donc les hôtels à insectes, globalement, ça sert à rien parce que, en gros, ça pousse les espèces, donc les pollinisateurs, les hyménoptères, à se regrouper à un endroit. C'est pas naturel pour eux qu'il y ait plusieurs espèces qui se regroupent au même endroit et même plusieurs spécimens d'une même espèce qui se regroupent au même endroit. En fait, naturellement, les pollinisateurs sauvages, ils font leurs petits trous un peu partout. Donc, ça provoque une plus grande transmission de maladies, en fait, au niveau de ces espèces. Le deuxième truc, c'est que offrir du logement, ça suffit pas. Les animaux, ils ont aussi besoin de manger, de s'abreuver, de se protéger de l'hiver, de se protéger des prédateurs, etc. Donc là, par exemple, sur les questions de prédateurs, là, c'est open bar. Un prédateur qui repère un hôtel insecte, il fait là, c'est super, j'ai quand même servir. En gros, c'est comme construire, s'il n'y a pas d'infrastructure écologique autour, c'est comme construire un hôtel dans le désert, il n'y aura pas de touristes qui vont venir. Et s'il y a des infrastructures écologiques autour, les espèces vont privilégier ces infrastructures écologiques pour faire leur logement parce que ça conviendra mieux à leurs besoins en fait hygrothermiques, etc. Robin, je peux me Oui, permettre? oui, Ok, oui. ça sert à rien pour la biodiversité, enfin, en l'état, et comment tu as présenté les choses, mais ça a aussi une visée pédagogique. Donc, nous, on fait aussi partie de la biodiversité. Donc, en fait, en sensibilisant les gens, c'est quand même une manière aussi d'agir et donc de les alerter sur ce sujet-là. Alors, même si c'est pas forcément l'outil adapté, mais on peut pas dire que ça sert à rien. Évidemment, l'aspect pédagogique est hyper important et l'aspect sensibilisation est hyper important. Tu l'as dit aussi, c'est certainement pas le bon outil. Je pense que c'est un outil qui est contre-productif, personnellement. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en place des espaces de vulgarisation, de médiation, de sensibilisation. Oui, oui, non, on est d'accord, mais c'est vrai qu'on en voit souvent à proximité des écoles ou Si on a une action qui se positionne ici, c'est une action qui est très coûteuse et qui ne sert à rien non plus. Alors c'est possible de faire ça. C'est par exemple transformer votre espace vert en un magnifique jardin exotique. Là, en fait, le palmier, chez nous, n'est pas un habitat assez cher en entretien et pour la biodiversité, à part peut-être le petit merle qui va venir faire un nid dans les trucs piquants, là, en fait, c'était pas très intéressant. Évidemment, des actions qui ne coûtent rien et qui permettent de sauver le monde, ça n'existe pas malheureusement. Ce serait trop simple. Le problème le problème, c'est pas un problème. Comment est-ce qu'on quantifie l'efficacité pour la biodiversité? Il n'existe pas de métrique agrégée et absolue pour mesurer les dommages à la biodiversité ou à l'inverse, mesurer le degré d'accueillabilité, par exemple, pour la biodiversité. Cependant, en fonction des sujets, il existe quand même des indicateurs et des métriques qui peuvent être mobilisés. Pour tout ce qui est en rapport avec l'artificialisation des sols, il y a pas mal d'outils qui permettent en gros d'évaluer la portée
d'une action sur cette pression, là. Ça peut être utile, par exemple, quand vous travaillez sur vos recettes et sur les produits importés. Là, il y a des outils qui vous permettent un petit peu de quantifier vos impacts sur l'artificialisation. Sachant que l'artificialisation, c'est pas seulement urbaniser un espace, mais c'est aussi quel espace on détruit, quel est le degré d'aménagement, etc. Et donc tous ces outils-là, est-ce qu'il y a des espèces en danger dans les espaces qu'on détruit, etc. Et donc ces outils intègrent ces questions-là. Pour tout ce qui est les questions de l'amont agricole, vous pouvez, là, il y a aussi pas mal de métriques et pas mal d'études qui, en fait, il y a quasiment un consensus aujourd'hui sur quelles sont les pratiques favorables à la biodiversité au niveau de l'amont agricole. Et il y a des outils, que ce soit ACV ou d'autres, qui permettent de le quantifier, d'avoir des indicateurs chiffrés, si on a envie d'avoir des indicateurs chiffrés. Pour faire simple, au niveau de l'amont agricole, on va être sur réduire la taille des parcelles, infrastructure écologique, pesticides. Pour faire simple, mais c'est globalement ces pratiques-là qui sont favorables à la biodiversité et diversité des cultures aussi. Donc là, il y a pas mal de méta-analyses, etc. Il y a de la documentation. Et puis, quand on ne sait pas trop, il faut un peu aller voir la littérature. Idéalement de la littérature scientifique, mais c'est pas toujours simple en fait de se frayer un chemin dans la diversité de sites et réussir à extraire l'essence d'une publication scientifique. Alors ici, je vous ai mis deux outils qu'utilise l'IA, mais en gros, c'est un petit peu des moteurs de recherche qui viennent faire une synthèse sur une question que vous posez. Donc les deux sont en anglais. Évidemment, ça ne se suffit pas pour faire quelque chose de complet, d'abouti, etc. Mais je pense que ça peut être un outil intéressant. Ça veut dire, bah, tiens, effet des hôtels à insectes pour la biodiversité. Et ben là, ils vont vous sortir globalement une dizaine de publis et faire un résumé des conclusions des publis. Donc c'est un peu une analyse biblio pré-mâchée. Évidemment, ça a plein de défauts comme outil, mais ça permet de faire un premier tri et d'avoir des premières idées sur la portée de l'action. Pour les questions de difficulté, eh bien, même chose, c'est pas si simple d'évaluer la difficulté de l'action, que pour évaluer si une action est difficile ou pas, eh bien, c'est le partage d'expériences. Donc, typiquement, entre nous, on pourrait partager les expériences, enfin, entre vous surtout, plutôt, et notamment pour voir ce qui n'a pas marché, pour identifier les points de blocage et les clés de déverrouillage. Et puis, au sein d'une structure, je pense que les leviers, c'est la médiation, et puis essayer d'identifier le degré d'acceptabilité ou non d'une action en mobilisant toutes les équipes concernées. Vous présentez un petit point focus sur l'accueil de biodiversité sur site. Donc là, justement, on se situe sur des actions qui sont plutôt faciles à mettre en place. La cible, c'est le foncier et on est sur site. On va parler d'artificialisation et de naturalisation, qui sont en gros deux dynamiques opposées. Ce qui est important de comprendre, c'est que le gros impact sur la biodiversité de votre site est déjà passé. Il s'est fait à l'implantation du site. C'est-à-dire, il s'est fait au moment où on a détruit un environnement pour installer un site. Donc, pour illustrer ça, j'ai ici un petit schéma. On part avec un écosystème A, puis on a installé notre site, et plus on descend, plus on a détruit la biodiversité. Donc, dès le début d'un chantier, dans la façon de faire le chantier, de penser le chantier, on peut mettre en place une réflexion ERC, éviter, réduire, compenser. Donc vous en avez parlé. Donc typiquement, éviter sur les panneaux solaires, c'était justement l'idée on évite de détruire le muret. Réduire, c'est plutôt penser lors du fonctionnement du site à réduire les impacts sur l'environnement. Et compenser, c'est de dire, OK, on a détruit ici, mais on va recréer ailleurs. Et vous en avez aussi parlé avec la zone humide. Lors de votre activité, lors de la vie de l'entreprise, vous pouvez augmenter ou baisser la naturalité du site. Donc, si vous mettez en place tout un tas d'actions sur le site et tout ça, de naturalisation justement, vous pouvez progressivement aller vers un optimum, on va dire, écologique, un écosystème B, qui va être l'optimum de naturalité conciliable
avec l'activité. Si vous ne mettez rien en place et que vous en fichez des nuisances, vous émettez plein de pollution et tout ça, en fait, au cours de votre activité, la biodiversité va continuer à se dégrader sur et autour du site. Et puis, dès la fin de l'activité, on peut, s'il y a une fin d'activité, on peut réfléchir à avoir un démantèlement responsable. Donc là, on va essayer de retirer les polluants, casser le béton, etc. Ou alors abandonner le site. Eh bien, en fonction de toutes ces pratiques passées, si on avait déjà un écosystème optimum en accord avec l'activité, concilié avec l'activité du site et un démantèlement responsable, eh bien, la renaturalisation du site va être beaucoup plus rapide. Et donc, on va arriver à la fin à avoir un écosystème C qui sera forcément différent de l'écosystème A. S'il y a eu une accumulation de pollution et que à la fin de l'activité, on est sur un bitume, la naturalisation du site va être beaucoup plus lente. Voilà. Donc en fait, nous, on va par la suite se concentrer sur les actions qui permettent de monter cette petite pente, en gros, vers un optimum de naturalité conciliable avec les activités. Première chose, je vous ai remis des petits lapins qui copulent. La première chose, c'est penser les infrastructures écologiques avec le territoire. Vous vous rappelez, ce qui est important pour la biodiversité, c'est de maintenir une diversité génétique intraspécifique. Donc, c'est d'abord réussir à connecter les populations. C'est ce qu'on appelle les trames. Donc, les trames vertes, les trames bleues. Donc, trames vertes et bleues, ça, on les connaît bien. Il y a aussi la trame blanche, donc c'est la trame du silence. La trame noire, c'est la trame de l'obscurité. Et puis aussi, il y a ce qu'on appelle la trame brune. Donc, c'est la continuité des sols. Connecter des écosystèmes, ça peut se faire de plusieurs façons. Donc, il y a ce qu'on appelle les corridors continus, donc qui permettent à des espèces qui ne peuvent pas voler et qui sont très sensibles soit au dessèchement quand ils sont au soleil, soit aux prédateurs. Donc là, j'ai mis un petit bousier. Eux ne peuvent que utiliser des corridors continus pour se déplacer entre deux noyaux primaires d'habitat. Il y a des corridors discontinus ou pas japonais. Là, typiquement, c'est les espèces volantes, mais qui ont besoin de se cacher régulièrement, peuvent bénéficier des corridors discontinus. Et puis, il y a des espèces comme les grands mammifères qui peuvent passer facilement sans corridor entre différents noyaux d'habitat. C'est penser les aménagements dans une continuité paysagère. Et votre site n'a pas vocation à être une réserve naturelle. Et si vous avez un site qui est déjà dans un milieu très artificialisé, eh bien, la conquête de votre site par des nouvelles espèces va être compliquée s'il n'y a pas justement de corridor. Accueillir la biodiversité sur un site, c'est penser tous les besoins des espèces. Donc là, je vais prendre un exemple qui est le grand marche-en-jean, donc un joli papillon de chez nous. On se dit, un papillon, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des papillons? Il faut des fleurs. Alors, pas pour celui-là. Ce papillon-là, il se nourrit sur des excréments de mammifères. Il aime bien les sucs de cadavres, des fruits très mûrs. Et puis, il a aussi besoin de boire. Donc, il faut aussi qu'il y ait des zones où il y ait de l'eau affleurante pour qu'il puisse boire. C'est un papillon je l'ai choisi parce que c'est un papillon qui aime les odeurs très fortes. Et souvent, les spécialistes des insectes, pour l'étudier, ils utilisent du fromage bien fait pour les attirer. Donc là, c'est l'exemple ici. Donc, par exemple, ce papillon, il a besoin qu'il y ait d'autres espèces dans son environnement, et notamment des petits mammifères, pour avoir des cadavres et des excréments. Il a besoin de se reproduire. Donc, il y a une parade nuptiale chez cette espèce, et les mâles, en gros, viennent se percher en haut de grands arbres pour venir repérer les femelles. Donc, il faut, pour cette espèce, de grands arbres. Il a besoin aussi de se protéger des prédateurs. Donc, les femelles ont l'habitude de se cacher dans la canopée de grands boisements touffus, notamment des boisements touffus de chênes. Et puis, il faut toujours penser aussi aux autres stades de vie d'une espèce, notamment pour les insectes, donc les œufs et les larves. Les chenilles de grands marche-en-jean se nourrissent de petits saules, des jeunes saules marceaux. Et donc, c'est des saules qui vont pousser en lisière de forêt et dans les milieux semi-ouverts. Donc là, je choisis cette espèce parce qu'elle a des besoins un petit peu complexes, mais c'est pour illustrer que c'est un ensemble d'éléments paysagers et écologiques qui permettent à l'espèce de se maintenir. Il ne suffit pas de la nourrir, il ne suffit pas de la loger, il faut tout ça en même temps. Peut-être que vous avez la référence du film Le Pari. Si vous ne l'avez pas, en gros, on va regarder ce qui est bien à faire et ce qui n'est pas bien à faire.
ou avec modération. Alors, et j'ai pris plusieurs exemples. Donc le premier, c'est la gestion différenciée des tontes. Donc, vous l'avez évoqué. L'idée de la gestion différenciée des tontes, c'est de répartir dans l'espace et dans le temps la tonte des espaces verts. Ça permet aux espèces de se déplacer, de toujours avoir un habitat. Et le fait d'avoir aussi de la pelouse haute, c'est à la fois un habitat pour plein d'insectes, mais c'est aussi une source d'alimentation pour les oiseaux. Et aussi, notamment l'hiver, même de l'herbe morte, haute, en fait, il y a plein de petites graines dedans, et donc il y a plein d'oiseaux qui viennent farfouiller là-dedans pour retrouver la nourriture pendant l'hiver. Ce qui est bien avec la gestion aussi différenciée des tontes, c'est qu'on peut faire des trucs un peu droits, donc ça fait entretenu. Parce qu'il y a aussi cet enjeu-là, l'enjeu de l'image, l'enjeu du commentaire des voisins, etc. Donc faire des bandes toutes droites et puis des petits patchs et tout ça, ça permet de concilier en gros esthétique et biodiversité. Idéalement, c'est de faucher seulement une fois par an et par zone, à une hauteur de plus de 15 cm. Et la méthode de coupe de l'herbe est importante. La fauche ou le pâturage, c'est bien plus respectueux en gros du milieu que la tonte ou le broyage. Et alors, la fauche, on peut dire, oulala, mais il faut faire venir un tracteur et tout ça. Alors, j'ai vu en fait qu'il existait des petites faucheuses. C'est un peu comme une tondeuse, mais c'est tout simplement une lame, pas une lame rotative, mais une lame de vent qui vient venir cisailler l'herbe et la faucher. Le bois mort. Alors, les arbres, c'est très bien, mais c'est très bien quand il y a aussi du bois mort. On a tendance à l'oublier, mais en fait, le bois mort, c'est très vivant. On estime qu'il y a à peu près un quart de la biodiversité forestière qui dépend du bois mort. Et donc, l'idée sur un site, c'est d'essayer de conserver le bois mort. Il faut essayer de concilier en gros la sécurité, donc faire quand même attention aux chutes de branches, etc., à proximité des parkings, à proximité des bâtiments, etc. L'esthétisme, donc si on veut que c'est l'air entretenu, toujours pour ces mêmes enjeux d'image, on peut tout simplement essayer de faire des petits tas, faire des petits murets de bois mort, etc., les agencer, et ça permet comme ça de conserver les fonctions écologiques du bois mort. Dans la végétalisation d'un site, c'est de veiller à ce que les essences choisies soient du végétal local. Donc, à titre d'exemple, si on prend deux espèces de chênes, donc le chêne vert pédonculé, le chêne pédonculé, pardon, qui est un chêne de chez nous, il accueille 400 espèces différentes d'insectes, surtout. Par contre, si vous plantez un chêne rouge d'Amérique, qui est certes plus chatoyant, mais c'est un support pour uniquement une quinzaine d'espèces, et globalement des espèces extrêmement généralistes. Donc, il en est de même lorsque vous implantez une haie. L'idée, c'est de choisir des espèces champêtres. Donc là, en fait, le terme, c'est haie champêtre. Et pour vous guider dans le choix des espèces, en fait, il existe une marque en pépinière qui s'appelle le végétal local. Et ça vous garantit que, en gros, les semences et les plantes sont issues d'une écorégion, de l'écorégion où vous vous situez. Et alors, c'est pareil pour les fleurs. Les fleurs, c'est super joli, mais les fleurs très sélectionnées perdent leur fonction écologique. Donc là, on le voit avec 3 exemples. Ce qui est important en fait pour les pollinisateurs, c'est d'avoir accès à du nectar. Et en fait, on voit que en passant du rosier sauvage, l'églantier, à la rose, en fait, on a perdu complètement les fonctions écologiques pour fournir du nectar. Et c'est souvent le cas en fait sur les fleurs sélectionnées. Donc l'idée, c'est que si vous implantez, voilà, en prairie fleurie, c'est pas un problème, mais si vous faites des parterres de fleurs, etc., pour les pollinisateurs, l'idéal, c'est d'aller vers des fleurs pas trop sélectionnées, plus proches de la fleur sauvage. La pollution lumineuse, c'est hyper important. C'est hyper important. La pollution lumineuse a un énorme impact, notamment sur les populations de papillons nocturnes. Mais pas que, ça perturbe aussi le comportement des mammifères, des batraciens, même des plantes à proximité. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de raisonner le plus possible la consommation électrique, enfin la lumière, la nuit. Il y a des guides sur Internet, et que, de toute façon, que vous retrouverez aussi dans les livrables du projet. Globalement, éviter les alignements denses des luminaires, pas d'émissions dans l'ultraviolet, éviter l'éclairage sur les points hauts, pas éclairer les parcs et les jardins. Justement, limiter, voire supprimer l'éclairage dans les zones de continuité écologique, typiquement pas éclairer à côté de la haie qui est un corridor écologique. Il y a aussi une question d'angle. Donc le mieux, c'est d'avoir des éclairages plongeants plutôt que complets et surtout pas en contre-plongée, quoi. Je ne sais pas comment fonctionnent vos usines sur les questions d'éclairage. J'imagine que les usines fonctionnent H24.
Donc, qu'il y a peut-être un besoin permanent d'éclairage au niveau des parkings, etc. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez essayer de travailler sur vos sites. Je pense que c'est pas si compliqué de raisonner l'éclairage nocturne. Et puis bon, co-bénéfice, un petit peu d'économie d'énergie. Communiquez sur vos actions de naturalisation de votre site industriel. Ça, c'est pas très compliqué. Il y a quantité de labels. La difficulté, c'est de choisir. Donc, il y a Refuge LPO. Donc, à chaque label, ses petites spécificités. Globalement, ça fonctionne un peu toujours pareil. Une association ou une structure qui va venir faire un diagnostic. Regardez c'est quoi vos engagements, vos projets, etc. Et puis paf, un petit tampon, quoi. Sachant que par exemple sur le label de EcoCert, par exemple, c'est pas d'usage de pesticides dans l'entretien des espaces verts, etc. Et puis sur les questions de pollinisateurs, si vous êtes intéressé par ce sujet-là, j'ai trouvé un diagnostic qui est extrêmement bien fait. Voilà, qui s'appelle le Diag pollinisateur. Vous pouvez le googler, c'est un PDF qui est en libre accès. Et il y a plein d'images et tout, c'est hyper pédagogique. C'est à mon avis très facile à mobiliser. Un autre truc que vous pouvez faire sur vos sites, une fois que vous avez un petit peu amorcé des actions de naturalisation, c'est de faire vivre cet espace naturel ou semi-naturel en faisant des inventaires biodiversité sur site. Alors ça a plein d'intérêts. Le premier, c'est tout simplement d'estimer l'état de la biodiversité. Donc ça peut, par exemple, être fait dans le cadre de DIAG. Il y a sûrement, il y a plein de diag qui disent, voilà, on va venir faire un inventaire au moment 1, et puis on reviendra faire un inventaire 3 ans plus tard, voir ce qui a évolué. Bon, la difficulté de tout ça, c'est que l'observation naturaliste, c'est quand même complexe. Une espèce qui n'est pas vue, ça ne veut pas dire qu'elle est absente. Un peu comme la pêche, quoi. C'est pas parce que le poisson il mord pas qu'il n'est pas là. Donc c'est toujours un peu à prendre avec des pincettes, enfin pas avec des pincettes, mais apprendre pour ce que c'est, tout simplement, les inventaires naturalistes, sachant que si vous observez, il y a des espèces à forte valeur patrimoniale, ou voire des espèces protégées, si jamais vous tombez dessus, c'est jackpot pour la communication, c'est super, quoi. Ça permet de contribuer, donc le plus important pour moi, c'est que ça permet, enfin pas le plus important, mais bref, ça permet de contribuer à la connaissance du patrimoine naturel français, c'est de faire remonter les données. Donc, les associations qui accompagnent et qui font ça le font automatiquement vers l'INPN. Donc, en fait, c'est l'inventaire national du patrimoine naturel. En gros, ça permet de savoir où sont les espèces, combien il y en a, etc. C'est un outil extrêmement important pour tous les scientifiques qui travaillent sur les questions de biodiversité. C'est un super intérêt si jamais c'est fait avec les équipes. Il n'y a pas meilleur moyen pour sensibiliser et faire monter les compétences sur ces questions de biodiversité. Leur apprendre à déterminer quelques espèces de papillons, de fleurs sauvages, des prairies, etc. Et le dernier intérêt, c'est que si vous faites ça avec des associations locales, vous soutenez aussi des associations de défense de l'environnement ou de connaissances naturalistes. Les inventaires, vous pouvez les faire avec des associations. Les associations naturalistes, c'est souvent très lié au territoire. Donc, pour savoir lesquelles sont les bonnes, c'est pas mal d'aller voir, de se renseigner auprès des agences régionales pour la biodiversité. Elles sauront vous orienter vers les bonnes associations. Et puis, il y a des prestataires privés aussi qui peuvent faire ça. Alors, il y a plein de co-bénéfices à mettre en place des actions de naturalisation du site. C'est un super support d'animation à destination des collaborateurs. Donc typiquement les activités avec les apiculteurs, les découvertes naturalistes, les équipes aiment bien ça. Ça peut permettre aussi de faire une petite production sur site à destination des collaborateurs, typiquement distribution de miel, s'il y a des fruitiers avec des fruits en libre collecte, etc. Il peut y avoir une création, un projet, ça peut être un projet d'équipe, création d'identité, fierté pour les équipes. C'est un cadre de pause aussi de qualité pour les collaborateurs. Ça permet de faire un lien avec les collectivités territoriales, donc en gros d'inscrire l'activité, en plus d'offrir de l'emploi, de l'inscrire aussi dans des questions environnementales au niveau des collectivités territoriales. Et puis évidemment, l'image de marque. Et donc là, toute la difficulté, c'est que pour moi, en fait, il n'y a pas directement de bénéfice au niveau des services écosystémiques. Donc là, on a fait un point focus sur l'accueil de biodiversité sur site, mais comme on a pu le voir pendant notre petit exercice, et comme vous le découvrirez dans le livrable 4, évidemment, il y a beaucoup d'autres choses à explorer. Je voulais aborder quelques questions de stratégie, notamment sur les questions d'adaptation. Vous savez sans nul doute que le monde change en permanence, les législations changent, les coûts de production changent,
les attentes des consommateurs changent. Et puis, on a une nouvelle source d'aléas qui va être notamment le changement climatique combiné à l'érosion des services écosystémiques d'atténuation. Ça fait qu'on ne sera soumis, les industries seront soumises à de plus en plus d'aléas, plus fréquents, plus variés, plus forts, et des aléas combinés. Du coup, l'activité doit sans cesse s'adapter. Et du coup, je vous alerte sur les risques de maladaptation. En gros, la maladaptation, c'est les processus d'adaptation qui engendrent un accroissement de vulnérabilité. Cet accroissement de vulnérabilité peut se faire par transfert de vulnérabilité, soit d'un système à l'autre, donc en consolidant un système, un atelier par exemple, on vient fragiliser un autre atelier, soit au niveau d'un écosystème, on protège, en fait, en mettant des actions en place pour protéger cet écosystème, en fait, on dégrade un autre, et des transferts de vulnérabilité, soit spatial, soit temporel. Un exemple presque caricatural de maladaptation, c'est pour contrer la montée des eaux, c'est construire des digues de plus en plus haut et toujours urbaniser les côtes qui vont se retrouver sous le niveau de la mer. Bon, ça, c'est vraiment de la maladaptation, quoi. Quels sont les risques de maladaptation sur le point focus biodiversité et foncier? Donc le premier, pour moi, c'est pas de grands arbres à proximité des infrastructures. Voilà. En cas de tempête et tout, ça peut éviter des dégâts. Dans vos planifications d'espaces verts et tout ça, c'est éviter irrigation d'espaces verts. Donc choisissez des plantes qui n'ont pas besoin d'être irriguées. Pas de plantes exotiques, parce qu'elles ne se renouvellent pas, c'est pas un accueil de biodiversité et sont plus sensibles aux aléas. Un point focus sur la sécurité des aliments. On en a parlé, les rongeurs, etc. et tout ça. Donc, faire attention quand même à ce que ça devienne. Enfin, voilà, vérifier à cet équilibre. Sur les questions des toits et murs végétalisés, moi, je pense que c'est pas une très bonne idée parce que, bon, alors ça dépend comment c'est fait. J'ai vu des études comme quoi les toits et les murs végétalisés s'usaient plus vite. Et en fait, s'ils s'usent plus vite, il faut qu'ils soient remplacés plus vite. L'utilisation de matériaux, le transport, l'extraction, etc., pour remplacer des toits et des murs usés plus vite, est bien plus fort que le petit bénéfice de naturalité qu'on obtient pour la biodiversité. Donc, si on regarde d'un point de vue spatial et temporel, toits et murs végétalisés, ça semble être de la mauvaise adaptation. Là, on a vu pour le foncier, mais c'est une question à se poser, à mon avis, sur tous les sujets. C'est pas simple, hein. C'est pas simple de réfléchir sur ces questions-là. Et tout ce dont on n'a pas parlé, mais qui sera dans un délivrable, c'est les questions de capitaux. Qu'est-ce que c'est qu'un capital environnemental, le capital, l'image de marque, etc. Donc, comment la biodiversité s'insère dans les questions des capitaux. La question de gestion du commun, peut-être certains d'entre vous ont fait un petit peu de microéconomie à l'école et le dilemme de prisonnier, ça leur parle. C'est ce qu'on appelle un dilemme social. En fait, investir dans la biodiversité, c'est un dilemme social. Donc, c'est explorer cette notion-là et voir comment on peut déverrouiller les dilemmes socio-environnementaux. La notion de coévolution avec le socio-écosystème, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, ce sera dans le livrable. Grande mise en garde sur les notions de performance. Souvent, si vous augmentez la performance, par exemple, d'une ligne de production, etc., ça se fait au détriment de la robustesse de ce même système. Donc, bien veiller à ce que, dans un monde qui change de plus en plus vite, vous conserviez votre robustesse. Je déploierai dans le rapport un peu plus longuement quand même les questions de services écosystémiques et d'industrie laitière. Il y aura un petit commentaire sur qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de biodiversité selon les institutions, c'est-à-dire aujourd'hui l'OFB et puis l'Union européenne. Je vous remercie de votre attention. On peut avoir un petit temps d'échange si vous le souhaitez avant de clôturer la réunion.